Ce module est consacré au troisième temps consacré au marché du travail qui va porter sur la construction sociale des discriminations présentes sur le marché du travail. Pour comprendre ce à quoi on se réfère quand on parle de discrimination sur le marché du travail, il va nous falloir comprendre dans un premier temps en quoi consistent ces discriminations, en quoi consiste la construction sociale des discriminations. Ce sera donc l'objet de la première partie de ce module. Dans une deuxième partie, nous aborderons une étude de cas, aujourd'hui très largement discutée, qui est la question de la place des femmes sur le marché du travail, et nous mettrons en évidence la persistance de ce que l'on appelle un plafond de verre. Une deuxième étude de cas, qui concerne celle du racisme et des discriminations liées à l'appartenance ethnique, sera renvoyée à des documents qui seront disponibles sur votre espace cursus et qui pourront constituer et alimenter d'autres sujets de réflexion concernant donc ces discriminations sur le marché du travail. Donc première partie, nous l'avons dit, la question de la construction sociale des discriminations. En effet, les discriminations font désormais tellement partie de notre espace public et même de notre univers mental que nous avons du mal à nous remémorer, voire nous imaginer qu'il fut un temps, pas si lointain, où non seulement ce terme, mais également les réalités auxquelles il se réfère, étaient absents de nos représentations du monde social. Jusqu'à la fin des années 90, les faits et les situations que nous nommons désormais ainsi, nous les pensions dans un autre lexique et donc selon une autre vision des choses qui avait des conséquences pratiques du point de vue aussi bien de l'expérience des personnes concernées que des politiques mises en œuvre à leur égard. Ce retour sur un passé proche va nous permettre de nous rendre compte que ce terme, cette question sociale des discriminations, est véritablement l'objet d'une construction à la fois de la réalité sociale, mais aussi d'une prise en charge politique. C'est pourquoi, en m'appuyant ici sur le travail de reconstruction un petit peu chronologique et théorique d'un chercheur qui s'appelle Didier Fassin, qui a travaillé sur la construction sociale des discriminations, je reviendrai dans un premier temps sur ce que discriminer veut dire, pour vous montrer ensuite que la prise de conscience des discriminations est une prise de conscience récente, qui a été du coup reconnue, et ce sera l'objet de mon troisième temps de cette première partie, de manière elle aussi relativement récente dans les politiques, avant de rentrer dans une espèce de routinisation de la prise en charge du public, mais également de la routinisation dans nos univers mentaux de cette question des discriminations. Que veut dire discriminer? De quoi parle-t-on quand on parle de discrimination? On le sait, le terme est étymologiquement neutre. D'un point de vue étymologique, discriminer, ça veut dire séparer ou distinguer. Toutefois, c'est un terme qui s'est historiquement polarisé. En effet, sans épithète, ça sous-entend toujours quelque chose de défavorable aux personnes ou aux groupes que l'on dit discriminés. Donc ça n'est pas la peine de dire une discrimination négative, on parle souvent, vous avez pu en entendre parler, de discrimination positive, mais quand on parle tout seul de discrimination, eh bien implicitement on renvoie à quelque chose de négatif, et cela désigne en fait un traitement inégal qui serait fondé sur un critère illégitime. Cette définition est importante à au moins deux titres. Premièrement, elle se fonde sur un acte. Il y a un traitement, et ce traitement est inégal. Mais attention, ce traitement ne préjuge pas d'une intentionnalité. Il n'est donc pas besoin d'établir que quelqu'un a voulu intentionnellement discriminer quelqu'un d'autre. L'acte de discrimination peut être un acte conscient, tout comme un acte inconscient. Malgré tout, il réfère au traitement inégal d'une personne. Lorsqu'une personne n'est pas recrutée sur un poste, on ne cherche pas ainsi à savoir si le recruteur avait des idées racistes ou sexistes, mais on constate simplement un fait. S'il est démontré et s'il n'a pas d'autre justification, par exemple le fait que la personne n'avait pas le niveau de diplôme requis, alors on a affaire à une discrimination. On sort ainsi de la double impasse judiciaire, la difficulté d'établir le fait que du point de vue du droit, il s'agit de reconnaître l'origine raciste de l'acte, et de l'impasse morale, la stigmatisation de l'agent qui a commis l'acte et que l'on désigne comme raciste. On n'a pas besoin d'établir l'intentionnalité raciste, ni de juger comme étant raciste la personne. Ce que l'on qualifie, c'est vraiment l'acte. La discrimination devient simplement, si on peut dire, un fait social, c'est-à-dire qui concerne l'entreprise,
l'institution, la société dans son ensemble, même si, bien entendu, l'acte commis peut impliquer une sanction ou une réparation individuelle devant un tribunal. La plupart des théories économiques qui conceptualisent et interprètent les discriminations n'ont d'ailleurs pas besoin de présumer l'existence d'un préjugé racial chez l'agent qui discrimine. Qu'elles se fondent sur les conséquences d'une ségrégation spatiale ou d'une asymétrie d'information, qu'elles invoquent une sélection par le langage ou le prélèvement d'une taxe ethnique, qu'elles estiment que les choix sont faits sur des arguments explicites ou des associations implicites, elles présupposent qu'il s'agit bien d'actes ayant des effets procédant de logique sociale qui échappent en grande part à la seule liberté de décision de l'individu. Retenons donc ici simplement que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la discrimination, ça n'est pas le racisme. L'employeur raciste peut avoir intérêt à ne pas discriminer à l'embauche et à l'inverse, l'employeur qui a des pratiques discriminatoires n'a pas besoin d'être raciste et il n'en reste pas moins que la discrimination raciale s'associe volontiers à des préjugés racistes. Deuxièmement, donc, la discrimination. Donc on a dit premièrement, ça implique un acte qui ne préjuge pas d'intentionnalité, mais un acte discriminatoire. Deuxièmement, la définition de la discrimination implique un qualificatif, c'est-à-dire ce fameux critère illégitime. La discrimination peut porter sur le sexe ou sur l'orientation sexuelle, la nationalité ou l'origine supposée, le handicap ou l'appartenance à un syndicat. Peu importe, lorsque le critère n'est pas indiqué, il s'agit d'ailleurs souvent de discrimination raciale, mais on le voit, les critères illégitimes peuvent être divers et variés. Ce que l'on constate maintenant, c'est que lorsqu'on parle de discrimination en fonction d'un critère qui est illégitime, ça revient à naturaliser les différences. Ça revient à dire que l'autre est reconnu comme différent et que cette différence induit ontologiquement une infériorité qui fait qu'on ne va pas accéder par exemple à un poste sur le marché du travail, et on ignore que cette différence est une construction sociale, on va donc la naturaliser. Si on va dans le cas particulier des discriminations raciales, on irait du coup jusqu'à dire qu'il existerait, et vous voyez tous les risques que cela comporte, des catégories d'humanité, avec le préjugé qu'il existerait des groupes racialisés. Donc on voit ici, la discrimination suppose la définition d'un acte qui n'a pas besoin d'intentionnalité et implique donc l'existence d'un critère illégitime. Ces discriminations, ainsi comprises, n'est apparue que très tardivement dans le débat public. Et ainsi, si on s'intéresse, c'est le deuxième point de cette première partie, à la prise de conscience des discriminations, eh bien, on s'aperçoit que c'est une prise de conscience et donc une prise en charge récente. En effet, la discrimination telle qu'on vient de la définir, ainsi comprise, est apparue dans le débat public en France au cours de la seconde moitié des années 90, à travers notamment une série de rapports de la haute administration. Le mot, bien sûr, discrimination existait avant cela, mais de façon significative, il renvoyait essentiellement, lorsqu'on examine la presse de la période précédente, à des réalités présentes à l'étranger, aux États-Unis et en Afrique du Sud notamment, où on avait des situations d'apartheid, et il ne s'appliquait pas à la France, du moins le croyait-on, avec implicitement l'idée qu'il n'y avait pas de discrimination en France. La catégorie était de même présente dans le droit depuis 1972. Elle n'a donné lieu qu'à une douzaine d'actions en justice chaque année. La charge de la preuve étant toute entière du côté du plaignant, on trouvait parfois trop difficile d'établir les faits. Moins de 10 ans plus tard, le mot sature totalement l'espace public et la catégorie fonde désormais de nombreux recours judiciaires ou administratifs. Dans le monde de l'entreprise, ce qui était nié il y a de cela 30 ans, est maintenant reconnu comme une évidence et il est admis qu'il existe bien des pratiques de recrutement et de promotion des individus en fonction de leur couleur de peau, de la consonance de leur patronyme, de leur confession religieuse ou même de leur genre, et on reconnaît les discriminations, on les dénonce et on assure vouloir les combattre. Comment comprendre ce qui s'est joué ? Comment comprendre cette quasi-absence avant les années 90 et la saturation des débats publics, l'invasion de l'espace public depuis les années 90 ? On entend souvent dire que la prise de conscience des discriminations aurait commencé avec la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983,
incorrectement d'ailleurs appelée a posteriori Marche des Beurs, partie de Marseille en octobre de 1983 dans une indifférence totale et triomphalement arrivée à Paris le 3 décembre. C'est un consensus historique en réalité, et cette marche procédait d'une double logique. La revendication du droit des étrangers et la dénonciation du racisme à l'encontre des immigrés. On est donc loin de ce que l'on entend aujourd'hui par discrimination raciale, d'une part parce qu'il était question d'étrangers et d'immigrés, alors que les exigences présentes sont portées principalement par des enfants français nés en France. D'autre part, il était question d'immigration et de racisme plutôt que d'inégalité de traitement liée à l'origine. Non seulement les discriminations n'étaient pas nommées, mais en plus elles étaient niées. C'est que le discours dominant était alors à celui de l'intégration, popularisé par la métaphore du creuset français. Le modèle républicain dont la France s'honore implique que les immigrés non seulement participent à la vie économique de leur pays d'accueil, mais aussi en assimilent les valeurs culturelles. La naturalisation, dont on sait qu'elle est plus favorisée que dans d'autres pays voisins, à commencer par nos proches voisins que sont les Allemands, est en quelque sorte l'aboutissement de cette épreuve, puisqu'elle suppose la vérification par l'administration que l'intégration a bien été réalisée, tout en promettant de la renforcer par l'entrée dans la communauté nationale. Selon cette logique, largement acceptée jusque dans les années 90, les étrangers sont bien victimes de racisme et d'inégalité, mais il ne s'agit là que d'une étape malheureuse sur le chemin de l'intégration, qu'on facilite notamment à la génération suivante par le droit du sol. On en a d'ailleurs une illustration avec le rapport publié en 1992 par le Haut Conseil à l'intégration, instance créée un peu plus tôt pour accompagner les politiques publiques dans ce domaine. On voit ici, face au constat de ce qui se jouait au début des années 80, on ne peut pas parler de discrimination. On était à ce moment-là sur une logique d'intégration et on allait alors plutôt parler de racisme. Toutefois, constatant les disparités de salaire entre les Français et les étrangers, les auteurs des différents rapports qui s'intéressent aux inégalités mettent en garde contre l'interprétation selon laquelle tout était alors discrimination. On met plutôt l'accent sur le fait qu'on a des inégalités qui peuvent être liées au fait qu'il y a une moins grande maîtrise de la langue, que la méfiance des employeurs devant le fait que les immigrés qui sont arrivés n'ont pas des diplômes qui sont suffisamment reconnus en France et on aurait du coup du mal à évaluer leur capital humain. Par ailleurs, on attire aussi l'attention sur le fait que, en venant de pays souvent où la main-d'œuvre est moins bien payée, les employés étrangers se contenteraient de salaires de réserve, de salaires plus bas, qui les différencient de leurs collègues français qui, eux, ont des revendications plus importantes. Et alors, il est question de dire qu'avec le temps, ces inégalités vont se réduire, mais qu'il ne s'agit pas alors encore vraiment de discrimination. Ce n'est que plus tard qu'on va arriver à une inversion du discours public. Alors comment comprendre cette inversion du discours public en quelques années et du coup la reconnaissance de ces discriminations? J'en arrive ici à mon troisième point de cette première partie. Tout se joue en effet dans une période très très courte qui se situe entre l'année 1997 et les débuts des années 2000. C'est en fait une série de rapports émanant d'institutions étatiques ou para-étatiques, mais aussi d'associations militantes et de bureaux d'études qui vont se multiplier. Ce sont également des réunions publiques, dont la plus importante se tient à la Grande Arche de la Défense sous la bannière des Assises pour la citoyenneté et contre les discriminations, et qui réunit les principaux ministres du gouvernement autour du Premier ministre Lionel Jospin. Ce sont des transformations de la législation qui permettent de rendre plus facile l'établissement de la preuve, dont la charge porte beaucoup plus sur l'agent accusé de discrimination plutôt que sur la personne discriminée, et dont on accepte aussi qu'elle puisse se faire par le biais du testing. Testing étant une méthode de preuve de l'existence de discrimination qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de secteurs. On en entend souvent parler en ce qui concerne l'immobilier, où on envoie des dossiers pour louer un appartement avec des dossiers exactement équivalents à tous égards, sauf par exemple avec le nom, et où on met sur un dossier un nom à consonance française et sur un autre dossier un autre nom à consonance étrangère, dossier équivalent,
on s'aperçoit que dans la plupart des cas, les dossiers avec un nom à consonance étrangère seront écartés très tôt. C'est la même chose sur le marché du travail. On peut faire des pratiques de testing avec, par exemple, le recours au CV anonyme ou le recours à des CV identiques mais avec un nom à consonance française et un nom à consonance étrangère. Et on se rend compte alors que les discriminations bien, sont réelles. Donc, tous ces dispositifs qui permettent notamment à l'accusation de dénoncer des pratiques discriminatoires et qui donnent à l'accusé la charge de se défendre et toutes ces réglementations qui autorisent le testing mettent en évidence le fait que bien oui, il existe des pratiques qui ne correspondent pas simplement à l'intégration progressive des étrangers ou à simplement des phénomènes de racisme, mais qui correspondent bien effectivement à des pratiques discriminatoires. Ce sont enfin aussi des dispositifs que l'on met en place au sein de l'État, des groupes d'études et de lutte contre les discriminations rattachés à ce que l'on a appelé alors la Direction de la population et des migrations et les comités départementaux d'accès à la citoyenneté qui sont déployés un petit peu partout à la fin des années 2000 dans les préfectures pour recueillir les plaintes et les signalements. À cette évolution précipitée, on peut proposer 3 éléments d'explication. Pourquoi en fait une telle accélération ? Eh bien, on peut identifier 3 éléments d'explication. D'abord, le rôle des acteurs sociaux. En effet, des travaux scientifiques sont notamment conduits par des sociologues en collaboration avec des grandes centrales syndicales qui permettent progressivement de rompre le silence de leurs représentants sur ce qu'on appellera plus tard, par exemple, le plafond de verre dans les entreprises ou les discriminations à l'embauche. Les ouvrages tirés de ces recherches connaissent alors des succès d'édition très importants qui vont participer à la médiatisation de la question parallèlement avec les contraintes de plus en plus importantes, les contraintes communautaires européennes qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus fortes en matière de mesures et de lutte contre les discriminations. Deuxième élément, donc, je viens de l'évoquer, c'est l'impact des institutions européennes qui vont passer des directives visant à harmoniser les politiques nationales en la matière et qui vont concerner toutes les causes de traitement inégal et même, selon une logique jurisprudentielle très efficace, qui vont englober tous les acquis obtenus dans un domaine et qui vont faire en sorte qu'ils sont immédiatement appliqués dans un autre domaine. Si par exemple on a établi une législation concernant la place des femmes, les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, eh bien ces victoires vont être instantanément appliquées dans les autres domaines comme par exemple les inégalités ethniques. Cette double dynamique des acteurs et des institutions s'impose ainsi au pouvoir public, mais elle prend sa signification également par rapport aux transformations de la société française au cours des années 90. Je pense en particulier ici aux changements sociodémographiques intervenus simultanément avec la diminution très importante de l'immigration dite de travail, puis l'immigration de peuplement, deux types d'immigration qui étaient celles des années 70 et des années 80, au cours desquelles la population étrangère et d'origine étrangère venait principalement pour des raisons économiques, puis pour des raisons de peuplement. Donc cette population étrangère et d'origine étrangère se modifie rapidement, et les étrangers sont de moins en moins nombreux, du fait de la diminution des flux de nouveaux venus, et simultanément du maintien du taux élevé de naturalisation. En revanche, leurs familles installées sur le territoire français se composent désormais d'enfants, dont beaucoup sont nés en France et dont la plupart sont de nationalité française. Or, ce dont ils se rendent compte, c'est que les conditions sociales et économiques n'ont guère changé pour leur génération par rapport à ce qu'avaient connu leurs parents. Les phénomènes de ségrégation spatiale et les difficultés à l'emploi se sont même d'ailleurs accrus en raison de l'aggravation du chômage et de la montée de la précarité, dont ils sont les premières victimes. Les discriminations dans le logement et le travail, que les parents acceptaient tant bien que mal parce qu'ils se considéraient comme peu légitimes en tant qu'étrangers et parce qu'ils imaginaient que les choses iraient mieux pour leurs enfants, deviennent intolérables à ces derniers
Et ce, d'autant que si leurs parents pouvaient se dire que leur nationalité était la cause de leurs problèmes, les enfants, eux, n'ont plus cette explication disponible et se rendent compte que ce pourquoi ils sont rejetés, c'est bien ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ce que sont leur culture, leur religion, leur couleur de peau, en somme, la différence qu'ils représentent au sein d'une nation qui ne leur fait pas de place, quand bien même ils en ont formellement la citoyenneté. Dès lors, ces discriminations, il faut les résoudre, il faut les qualifier, parfois de racial, parfois de genre, et c'est ainsi qu'on va rentrer dans une situation de routinisation de l'action publique avec la mise en place, j'y reviendrai dans chaque étude de cas, d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre de règlements qui permettent la routinisation de la lutte et de la lutte politique, de la lutte législative contre les discriminations. Ainsi, on le voit, hein, c'est vraiment en très peu de temps, en l'espace d'une décennie, que la société française a découvert une réalité qu'elle ignorait jusqu'alors, à savoir qu'une partie de ses membres était victime de traitements différents et le plus souvent défavorables en raison de leur couleur de peau, de la consonance de leur patronyme, de leur religion réelle ou supposée et parfois de leur sexe. Le terme discrimination, parfois même précisé de discrimination raciale ou de discrimination de genre, s'est banalisé dans le vocabulaire commun, comme dans le langage officiel, et la lutte contre les discriminations est devenue un mot d'ordre de l'État, mais également de nombreux citoyens, et plus récemment encore, de chefs d'entreprise. Cette désignation et cette politique ne sont évidemment pas sans effet, notamment sur les victimes de ces discriminations, en accordant une reconnaissance publique à une réalité dont ces personnes faisaient l'expérience au quotidien sans qu'elles ne soient jamais nommées. Si des avancées ont été récemment obtenues en matière de droits et de dispositifs institutionnels, mais parfois aussi d'accès à l'emploi ou dans d'autres cas du logement, elles demeurent pourtant relativement modestes, et pas seulement parce que ces politiques sont nouvelles et n'ont pas encore produit leurs effets. La société française continue en effet, pour une large part, à réduire les discriminations à des préjugés individuels répréhensibles dont viendra un jour à bout l'éducation contre le racisme ou contre les inégalités hommes-femmes, avec les incitations à la diversité et dans des cas extrêmes ou pour des raisons d'exemplarité, des procédures judiciaires. Malgré tout, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, ce que nous allons pouvoir constater à travers les deux études de cas, celle que je vais faire dans ce module qui concerne la place des femmes sur le marché du travail, et celle pour laquelle je vous donnerai un certain nombre de documents à lire qui concernent les discriminations raciales sur le marché du travail. J'en viens donc ici à ma deuxième partie, les femmes et le marché du travail, et ce que j'ai appelé la persistance, enfin ce que l'on appelle la persistance du plafond de verre. Pour essayer de comprendre ce lien très compliqué qui existe entre les femmes et le marché du travail, je voudrais revenir sur, dans un premier temps, ce qu'est le plafond de verre, avant, dans un deuxième temps, de tenter d'expliquer l'existence et la persistance de ce plafond de verre, et enfin, d'aborder les différentes stratégies qui s'offrent aux femmes pour essayer de percer ce fameux plafond. Le premier constat que l'on peut poser, c'est que l'investissement massif des jeunes femmes dans l'enseignement supérieur, depuis en gros les années 60, s'il a conduit à une évolution de la place des femmes au sein de la catégorie des cadres et des professions supérieures, n'a pas fait disparaître les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès au sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles. Mais nul besoin de se concentrer uniquement sur les positions hiérarchiques les plus élevées, puisque si on regarde par exemple la présence des femmes sur le marché du travail, on constate que celui-ci progresse, puisque le taux d'activité des femmes de 15 à 64 ans est passé de 58% en 1990 à 67% en 2013. Donc depuis les années 60, la présence des femmes et leur taux d'activité n'a cessé de progresser. On se souvient encore d'un temps pas si lointain où les femmes devaient demander l'autorisation à leur père ou à leur mari pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Et quand je parle d'un temps pas si lointain, je parle ici des années 1960. Depuis, les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail, elles se sont autonomisées et elles ont progressivement
pu accéder à des postes élevés à l'image de leurs homologues masculins. Donc le taux d'activité des femmes n'a eu de cesse d'augmenter depuis les années 60, mais malgré tout, parce que bien sûr il y a un mais, il reste de très loin inférieur à celui des hommes. Ainsi, si on prend l'écart entre le taux d'activité des femmes et le taux d'activité des hommes, le taux d'activité des femmes était inférieur de près de 8 points à celui des hommes en 2013. Sachant que cela comporte aussi, ce calcul fait état de femmes qui souhaiteraient travailler mais qui n'y ont pas accès. L'écart était bien sûr de 18 points en 1990, mais il reste encore malgré tout aujourd'hui de près de 8 points, ce qui reste considérable. Et 9,7% des femmes actives en 2013 sont au chômage, contre 10% des hommes. Ici, donc, on est à un taux relativement comparable, donc autant de femmes que d'hommes sont au chômage, mais, parce que là aussi il y a un mais, jusqu'en 2011, le taux de chômage des femmes était bien supérieur à celui des hommes. Et par ailleurs, ce que l'on constate, c'est que parmi les femmes qui sont des actives occupées, donc celles qui ne sont pas au chômage, eh bien parmi les femmes, ce sont les femmes qui sont le plus souvent à temps partiel. En effet, parmi les temps partiels, parmi les femmes, chez les femmes, 31% sont à temps partiel contre 7% des hommes. Alors, pourquoi un tel temps partiel, un tel taux, près d'un tiers des femmes sont à temps partiel contre moins de 10% chez les hommes? Comment expliquer cette situation? Eh bien, cette situation est liée au fait que souvent les femmes choisissent de se mettre à temps partiel pour assurer l'éducation de leurs enfants, ce que font très peu les hommes, même s'il y a quelques évolutions ces dernières années. Et puis, bien souvent, les femmes ont ce qu'on appelle du temps partiel subi, c'est-à-dire un temps partiel qui leur est imposé par leur employeur et qui est très rarement imposé aux hommes. Donc quand on dit, voilà, le chômage des femmes est égal globalement à celui des hommes, il faut faire attention ici au fait que parmi les femmes qui sont actives occupées, donc celles qui ont un emploi, il y en a un très grand nombre qui est à temps partiel et que très souvent, ce temps partiel est subi plutôt que choisi. Malgré tout, il faut souligner une amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail, amélioration qui a été progressivement mise en place à travers tout un édifice législatif qui s'est progressivement construit depuis la fin des années 60 et édifice législatif qui avait pour vocation de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et d'encourager donc l'égalité professionnelle. Ainsi, je vous donne ici un certain nombre de dates clés sur cet édifice législatif en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui a commencé dès 1972 avec une loi sur l'égalité de rémunération. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'à niveau de qualification égal et à niveau de responsabilité égal, le salaire des femmes dans le privé reste de 23% inférieur à celui des hommes. Malgré tout, depuis 1972, il existe une loi sur l'égalité des rémunérations, qui s'est suivie en 1983 d'une loi sur l'égalité professionnelle, puis d'un accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle, qui était donc un accord entre les partenaires sociaux en 1989, avec plus tard, plus de 10 ans plus tard, en 2001, une nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, qui est dite la loi Génisson, un nouvel accord entre les partenaires sociaux en 2004, donc un accord national interprofessionnel sur la mixité et l'égalité professionnelle, une nouvelle loi sur l'égalité salariale en 2006, la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites avec la possibilité pour les hommes et les femmes de bénéficier de la présence des enfants pour décider du moment de leur départ à la retraite. En 2011, une loi sur la représentation équilibrée dans les conseils d'administration, le fait qu'il fallait qu'il y ait des femmes présentes dans les conseils d'administration des entreprises. Et enfin, la loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui promeut la parité et qui a été votée en 2004. Donc vous voyez, beaucoup de répétitions des mêmes objectifs de ces lois, et ce depuis maintenant près de 40 ans.
Si on regarde maintenant un peu des chiffres et si on regarde ici l'activité et les conditions d'emploi selon le sexe et la composition familiale, on s'aperçoit que parmi les personnes seules, on l'a dit, en pourcentage, 34% des personnes seules en activité sont des femmes contre 60% d'entre elles. Parmi les familles monoparentales, on s'aperçoit ici que sur les familles monoparentales, 59,5% sont des femmes et 57% sont des hommes. Parmi les couples sans enfants, 41,8% sont des femmes et 41,6% sont des hommes. Donc un taux d'activité homme-femme en fonction de la composition familiale relativement proche, même si on s'aperçoit que dans les couples avec enfants, le taux d'activité des femmes est beaucoup plus faible que celui des hommes. Puisque souvent c'est la femme qui s'arrête de travailler, et cet écart augmente avec le nombre d'enfants, de manière très significative. Et à l'inverse, lorsqu'il s'agit de familles monoparentales, là souvent ce sont les femmes qui ont un taux d'activité le plus important, puisque souvent ce sont elles qui ont la charge de leurs enfants, dans les familles monoparentales. En revanche ici, lorsqu'on regarde les temps complets et les temps partiels, eh bien on se rend compte que l'écart entre hommes et femmes se creuse très profondément. C'est ce que je vous ai déjà dit précédemment, à savoir que ce sont plus généralement les femmes qui font des temps partiels et souvent des temps partiels subis. Je vous laisse prendre connaissance en détail de chacune de ces lignes, mais on voit ici une différence très nette avec l'augmentation de la taille de la famille qui va réduire le taux d'activité des femmes par rapport à celui des hommes, et une différence très nette entre le travail à temps complet et le travail à temps partiel selon que l'on est une femme ou un homme, et l'écart se creusant très fortement aussi ici avec l'augmentation de la taille de la famille. En gros, ce que l'on constate, c'est que l'existence d'une famille et le nombre d'enfants encourage le taux d'activité des hommes et diminue le taux d'activité des femmes. Si on regarde maintenant ici la distribution du revenu salarial entre les hommes et les femmes, ici pour l'année 2012, ce dont on se rend compte, c'est que la médiane pour les hommes en euros constants, qui est un salaire donc ici annuel, était de 19 862 euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en 2012, on avait 50% des hommes qui gagnaient par an plus de 19 862 euros et 50% des hommes qui gagnaient moins de 19 862 euros. Si on regarde maintenant le cas des femmes, on s'aperçoit que ce même salaire médian était de 16 259 euros. Donc 2 000 euros d'écart, un peu plus de 3 000 euros d'écart, entre les hommes et les femmes. Donc là encore, la médiane se lit de la même manière. Donc 50% des femmes qui en 2012 gagnaient plus de 16 259 euros et 50% des femmes qui en 2012 gagnaient moins de 16 259 euros par an. Donc un écart de plus de 3 000 euros de salaire annuel, à toutes choses égales par ailleurs bien sûr, entre les hommes et les femmes. Si on regarde maintenant ici la position des femmes dans la société et sur le marché du travail dans les différents pays de l'Union européenne, qu'est-ce que l'on constate? C'est déjà quelle est évidemment la proportion de femmes par rapport à la proportion d'hommes dans les différents pays. Alors on se rend compte que quels que soient les pays considérés, il y a toujours légèrement plus d'hommes que de femmes, mais on est globalement à un taux égal, mais on le sait, c'est un fait avéré démographique, il y a plus de femmes que d'hommes, notamment dans nos pays développés, mais pas que. Et si on regarde maintenant la place des femmes dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail, qu'est-ce que l'on constate? On constate que dans la plupart des pays, la présence des femmes et des hommes sur le marché du travail est quasi identique. Si on se concentre sur le cas de la France, on se rend compte que en 2002, 54,2% des femmes étaient présentes sur le marché du travail. Donc on avait 54,2% de femmes dans l'enseignement supérieur et on est à un taux qui est relativement stable puisqu'on avait 54,8% de femmes en 2012. Donc ça veut dire que là-dessus, on a 45,8% d'hommes dans l'enseignement supérieur en 2000. Donc une légère surreprésentation des femmes dans l'enseignement supérieur.
C'est la même chose si on prend des pays comme l'Autriche, la Belgique, un peu l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, etc. Donc légèrement une surreprésentation de femmes dans l'enseignement supérieur. Or, lorsque l'on regarde la part des femmes dans la population active, on s'aperçoit que cette légère surreprésentation, eh bien, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que, alors que les femmes sont plus présentes dans l'enseignement supérieur, elles sont légèrement moins présentes que les hommes dans la population active. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où vont ces femmes qui ont suivi un enseignement supérieur? Comment ça se fait qu'on n'en ait pas la même proportion représentée sur le marché du travail? Je laisse cette question en suspens pour vous donner encore quelques chiffres. Il y a beaucoup de chiffres ici, mais ils sont importants pour se donner une idée de la réalité que recouvre cette place des femmes sur le marché du travail. Quelques chiffres donc. Les femmes sont 7% parmi les cadres dirigeants des entreprises, alors qu'elles constituent 31% des cadres administratifs et commerciaux. Les femmes sont 12,5%, il y a 12,5% de femmes dans des emplois supérieurs de la fonction publique, alors qu'elles constituent 49% des agents de l'État. Et il y a 16% de femmes parmi les professeurs, contre 38,5% de femmes parmi les maîtres de conférences. Donc quand je dis professeurs, ici c'est professeurs des universités. Donc on a plus d'un tiers de la population des maîtres de conférences qui sont des femmes, alors qu'on retrouve moins de 20% d'entre elles parmi les professeurs des universités. Ici, on a des chiffres qui concernent la fonction publique, donc on a une égalité formelle, au sens où homme ou femme, on a le même salaire à niveau de poste égal, donc on a une égalité formelle, mais de profondes inégalités réelles dans l'accès aux positions supérieures et même dans l'accès concrètement au marché du travail. C'est la même chose d'ailleurs si on regarde la participation des femmes à la vie politique française. On constate qu'elles sont très très présentes dans les représentations locales, comme par exemple dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux. Mais plus on monte au niveau de la représentation politique, plus leur présence a très fortement diminué. On n'a jamais eu par exemple de femmes présidentes de la République. On a eu quelques femmes ministres et une Premier ministre. Mais plus on monte dans la hiérarchie politique, moins les femmes sont représentées, puisqu'on passe à 48% de femmes parmi les conseillers régionaux ou 45% de femmes parmi les parlementaires européens, à 13% de femmes qui sont maires, 7% de femmes présidentes de conseils régionaux et 5% de femmes présidentes de conseils généraux. Donc on le voit très nettement ici, plus on augmente dans la hiérarchie de la représentation politique, moins les femmes sont présentes. Comment expliquer ces inégalités? On parle ici en fait de plafond de verre. Qu'est-ce que c'est que ce plafond de verre? Eh bien, c'est ici le fait que, à situation égale, à salaire égal, les femmes ne peuvent pas dépasser un certain niveau de responsabilité, un certain niveau de hiérarchie sur le marché du travail. C'est comme si les femmes avaient formellement la possibilité d'atteindre les sommets de la hiérarchie professionnelle, mais qu'à un moment donné de leur ascension, elles se heurtaient à un plafond. Alors on appelle plafond de verre parce qu'il est transparent, on voit ce qu'il y a au-dessus, on y a formellement accès, mais malgré tout, on bute contre ce plafond qu'on ne peut pas dépasser. C'est ce que l'on a appelé donc le plafond de verre. Alors comment expliquer, et c'est le second temps de cette deuxième partie, comment expliquer ce plafond de verre? Comment expliquer le fait qu'il existe toujours des réalités très importantes, des réalités de discrimination à l'égard des femmes sur le marché du travail, en particulier dans l'accès à des responsabilités et à des postes hiérarchiques élevés? La question que l'on peut se poser, une première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça tient à des préjugés sexistes? Est-ce que le plafond de verre tient à des préjugés sexistes? Et en fait, ce que l'on constate, c'est que les facteurs d'explication sont à la fois nombreux et hétérogènes. Si les femmes sont parfois l'objet de harcèlement ou de pratiques discriminatoires, il reste que le plafond de verre ne s'explique pas principalement par une discrimination active et du coup par l'existence de ces stéréotypes. Un certain nombre d'études mettent en avant des facteurs psychologiques, liés bien sûr au poids des stéréotypes et des normes,
Le fait que l'ambition et la compétitivité sont valorisées dans les carrières apparaissent en fait comme des qualités qui sont souvent jugées comme étant des qualités masculines. C'est ce qu'établissent certaines expériences de psychologie qui révèlent que les concepts comme le charisme, la combativité, le pouvoir, l'autorité sont implicitement associés aux hommes et peu aux femmes. Et du coup, ces stéréotypes auraient un impact à la fois sur le recrutement, mais aussi en amont, sur les choix que font les femmes et sur les choix qu'elles vont du coup intérioriser. Ce qui expliquerait une moindre ambition professionnelle, une moindre combativité et une moindre confiance en elles. Ça ne veut donc pas dire que naturellement les femmes sont moins combatives ou moins ambitieuses, mais ça veut dire qu'elles ont intériorisé le fait que ce sont des qualités qu'on prête plutôt aux hommes, et du coup elles vont moins manifester ces caractéristiques, notamment sur le marché du travail. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut également s'agir d'un choix raisonné pour éviter le coût psychique qu'il y aurait à surmonter pour s'imposer dans certaines carrières, en particulier dans les métiers scientifiques et techniques qui sont jugés plus masculins. Les femmes éviteraient donc de s'investir dans ces carrières-là, car le coût psychique, pour surmonter tous les obstacles, serait trop important. L'orientation et les choix professionnels expliquent donc en grande partie le plafond de verre. Les femmes optent souvent pour des filières moins rentables du point de vue de l'évolution des carrières et des salaires. Ainsi, si on considère les bachelières et les bacheliers scientifiques diplômés en 2000, 22,9% des filles sont entrées dans une classe préparatoire aux grandes écoles, contre 38,8% des garçons. Et elles représentent seulement 20% des effectifs des écoles d'ingénieurs, qui constituent un vivier de choix pour les cadres dirigeants. Les femmes, en revanche, sont nombreuses dans le secteur des services à la personne et le soin, mais beaucoup moins dans l'ingénierie, l'industrie, le bâtiment, l'énergie et l'informatique. Il faut voir ici le fait que ça tient bien sûr à des préjugés sur les femmes, mais aussi au fait que les femmes ont intériorisé très en amont ces préjugés et qu'elles vont donc s'auto-censurer et procéder à des sélections qui vont les écarter de filières que l'on a tendance à qualifier de masculines, mais que par leur choix, elles vont renforcer comme étant masculines. Alors dans tout ça, quel est le rôle, quelle est la responsabilité des entreprises? Donc le plafond de verre s'explique bien sûr aussi par des obstacles et des blocages liés à l'histoire et au fonctionnement des organisations et des mondes professionnels. La question de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle est ici cardinale pour appréhender le plafond de verre. En effet, le modèle du manager idéal reste largement masculin. Les entreprises valorisent la disponibilité, l'ultra-disponibilité même, laquelle est plus difficile à conjuguer pour les femmes, qui assurent encore aujourd'hui l'essentiel des tâches domestiques. La maternité, parce qu'elle induit des discontinuités dans la carrière, leur est également préjudiciable. Il en est de même du temps partiel choisi ou contraint, qui est largement, on l'a dit, occupé par des femmes, qui, le plus souvent, constitue un handicap dans la progression de carrière. L'importance accordée par les entreprises à la mobilité, de plus en plus internationale pour les grandes entreprises, pose également un problème puisqu'elle suppose en général que le conjoint fasse passer sa carrière au second plan, alors que classiquement, c'est la carrière de l'homme qui est favorisée. Autre facteur mis également en évidence, c'est le fait que les femmes auraient une plus grande difficulté à bénéficier de réseaux informels dans un monde dirigeant très fortement masculin et qui favorise l'entre-soi. D'autant que entretenir son réseau demande beaucoup de temps, ce dont précisément elles ont tendance à manquer. Et ce qui est très frappant, je l'ai déjà dit, c'est que lorsque on est marié dans une entreprise, eh bien c'est très valorisé pour un homme, puisque ça sera synonyme de stabilité, de responsabilité, etc. Alors que pour une femme, le fait de se marier et d'avoir des enfants, ça sera synonyme de moins grande disponibilité. Donc ici, on voit que les organisations ne sont pas neutres, la manière dont fonctionnent les entreprises n'est pas neutre, et on pourrait même dire que les organisations ont un sexe, les organisations sont sexuées. Plusieurs recherches ont mis en évidence le rôle des rapports sociaux entre les sexes et les pratiques de gestion de la main-d'œuvre dans la construction des inégalités hommes-femmes dans les entreprises, et on conduit ainsi à lever le voile sur l'idée qu'il y aurait une neutralité dans les organisations.
Les organisations, elles ont une gestion qui est sexuée des compétences et des carrières. Les trajectoires masculines et les trajectoires féminines sont différenciées en fonction de représentations quant à ce qu'on qualifie d'aptitude, de contraintes et d'aspiration des hommes et des femmes. Et cela va du coup alimenter tout un tas de pratiques qui vont devenir discriminatoires, puisque si les organisations ont un sexe, eh bien ce sexe est masculin. Lorsqu'on dit que les organisations ne sont pas neutres, c'est mettre en évidence comment de nombreuses normes et de nombreuses règles organisationnelles qui se donnent comme neutres sont en fait des normes et des règles qui, historiquement, se sont calquées sur des modèles masculins. Modèle masculin d'investissement professionnel, modèle masculin de performance, de disponibilité, de mobilité, qui peuvent par conséquent jouer au détriment des femmes et contribuer ainsi à construire et entretenir la rareté des femmes au sommet des organisations. On voit ainsi que plusieurs études soulignent le poids de telles normes dans la gestion des carrières. C'est par exemple le cas à l'université où le modèle idéal de l'enseignant-chercheur dont le mérite est évalué à partir de critères tels que le nombre et le rythme des publications, la vitesse de carrière ou la capacité de mobilité, des critères qui peuvent contribuer à exclure les femmes qui ne s'y conforment pas strictement, compte tenu par exemple d'interruptions de carrière dues au congé maternité. De même, dans les entreprises, de telles normes, par exemple en matière de disponibilité ou de critères d'âge pour accéder à tel et tel poste, peuvent contribuer à entretenir chez les responsables masculins des attentes plus favorables envers les hommes et à l'inverse, une image négative de ces femmes qui n'apparaissent pas conformes au modèle, conduisant ces responsables à douter alors de l'engagement professionnel de ces dernières. Donc on voit ici, les organisations, et en particulier les grandes organisations bureaucratiques, ont garanti la prééminence du pouvoir masculin. Ce pouvoir était considéré comme légitime, puisqu'il se confondait avec la poursuite de finalités que l'on pensait alors universelles, qui étaient celles de ces grandes organisations. Faire circuler l'argent, appliquer le progrès technique, faire progresser la science, finalité universelle incarnant l'intérêt général. Et ainsi, l'organisation bureaucratique s'est-elle inscrite dans cet ensemble de règles et de représentations qui ont fondé le pouvoir des hommes sur les femmes dans des sociétés caractérisées par une domination masculine à la fois matérielle et symbolique, tendant à exclure les femmes considérées comme illégitimes dans les sphères du pouvoir formel. Cette réalité masculine du pouvoir organisationnel et économique est notamment étayée par l'analyse des instances de pouvoir des 50 premiers groupes français, des 50 premiers groupes économiques des 50 plus grandes entreprises françaises par exemple, où la probabilité étant pourtant plus forte de trouver des femmes dans les instances de direction, dans le cas des plus petites structures ou de secteurs d'activité que l'on peut qualifier de féminins. Le plafond de verre ici peut s'expliquer par l'existence de ces processus informels qui accompagnent dans toute organisation l'accès à la sphère de direction et qui peuvent jouer ici à l'encontre des femmes. On pense par exemple au réseau, aux pratiques de cooptation, au caractère plus politique des décisions, aux pratiques biaisées parce que les critères et objectifs y ont moins de poids, au fait qu'on va pratiquer les mêmes sports ensemble, que l'on va participer au même club, que l'on va faire les mêmes loisirs. La nature profondément masculine du pouvoir organisationnel renvoie ici à une réalité que de nombreux travaux que je vous mettrai en bibliographie ont mis en évidence. Par ailleurs, ce que l'on constate, c'est que la participation aux différents cercles du pouvoir organisationnel repose aussi sur l'appartenance à des réseaux. Or, la relative absence des femmes des réseaux professionnels constitue l'une des causes de leur difficulté à franchir le plafond de verre. En effet, en particulier dans le cas des grandes entreprises, l'appartenance à un ou plusieurs réseaux a une incidence directe sur la capacité à se rendre visible et à obtenir le soutien de mentors. De même, la moindre participation des femmes à des réseaux apparaît ici l'une des explications de la faible présence des femmes dans les instances de pouvoir des organisations, que ce soit dans les entreprises ou dans la fonction publique. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas parler finalement de l'existence et de la mise en avant d'un pouvoir plus féminin? Ce que l'on constate, c'est que différents facteurs interviennent, on l'a dit, dans le plafond de verre et a conduit aussi à s'interroger sur l'évolution des formes de pouvoir dans les organisations et sur le rôle des femmes dans cette évolution.
L'opposition classique entre un style de management directif et hiérarchique et un style de management plus participatif et coopératif est désormais fréquemment associée à une opposition entre un management qui serait masculin et qui serait caractérisé par des traits tels que l'agressivité, la compétition, l'esprit de domination, et un management qui serait plus féminin et qui serait caractérisé par l'écoute, la participation, la négociation ou la recherche du consensus. On peut craindre toutefois qu'une telle argumentation, que l'on retrouve vraiment très largement diffusée dans les manuels de management, ne fasse qu'exprimer et peut-être que renforcer les stéréotypes traditionnels à propos des femmes et des hommes. Elle a néanmoins l'intérêt à conduire de poser la question de savoir si, en accédant plus nombreuses à des positions de responsabilité et de pouvoir, les femmes seraient en mesure de transformer les styles de management et les formes d'organisation de pouvoir, ou si au contraire, elles ne peuvent que s'inscrire dans le maintien des normes masculines dominantes. C'est difficile à l'heure actuelle de répondre à cette interrogation dès lors que c'est très récemment que les femmes ont accédé à des postes de pouvoir et de management. Malgré tout, il faut garder en tête qu'il faut faire attention à ne pas naturaliser les différences et à naturaliser les styles de management. Alors, la question qu'on peut terminer pour se poser, c'est pour terminer ce module, c'est est-ce que finalement les femmes n'auraient pas la possibilité de mettre en œuvre des stratégies face à l'existence de ce plafond de verre, face à l'existence de ces inégalités. Donc, c'est le dernier point de ce module. Face au plafond de verre, comment s'élaborent les attitudes et les comportements des femmes en réponse ou en réaction d'ailleurs à ces environnements organisationnels dans lesquels elles évoluent. Les recherches sur les femmes cadres, managers ou membres de professions supérieures témoignent ainsi de la grande diversité des réactions et des stratégies des femmes en matière de carrière et de franchissement du plafond de verre, stratégies qui peuvent d'ailleurs être considérées comme des réponses à des environnements organisationnels plus ou moins favorables. S'il apparaît qu'une majorité de femmes ne parviennent pas à franchir les obstacles à leur développement de carrière, une minorité toutefois développe des stratégies qui leur permettent d'atteindre le sommet des hiérarchies. On voit alors ici des femmes qui ont des attitudes et des comportements qui sont favorables à la progression, comme par exemple à la capacité à adopter certains traits masculins, comme par exemple le fait de prendre en charge des missions à forte visibilité, comme par exemple aussi la capacité plus exacerbée du fait d'une trajectoire antérieure, par exemple militante, à exercer l'autorité de façon plus adaptée. Face à la persistance du plafond de verre, on peut s'interroger aussi sur les choix familiaux. En effet, face au plafond de verre, on ne peut plus invoquer, comme on l'a souvent fait, le choix des femmes pour la famille, pour expliquer leur absence à des postes de pouvoir, alors que désormais de nombreuses femmes font carrière et ont des enfants. Donc du coup, on ne peut pas dire les femmes ne font pas carrière parce qu'elles veulent avoir des enfants, parce qu'elles choisissent la famille plutôt que leur travail. C'est faux, parce qu'on constate de plus en plus qu'il est tout à fait possible de mener de front une carrière à responsabilité et d'avoir des enfants. Il faut donc ainsi déplacer le regard pour donner vraiment tout leur poids aux obstacles organisationnels que nous avons soulignés précédemment. Néanmoins, on ne peut que constater que si certaines femmes parviennent à franchir le plafond de verre en articulant le rôle familial et maternel avec une mobilisation temporelle intense et du coup une forte délégation des tâches domestiques et familiales, d'autres font face au dilemme qui naissent des conflits entre le travail et la famille en mettant ainsi volontairement un frein, à regret certes, mais volontairement malgré tout, un frein à leurs aspirations en matière de carrière. Aussi, le conflit famille-travail et les difficultés liées au rythme de carrière ou à la mobilité apparaissent ici comme sous-jacents à certains arbitrages et compromis, éventuellement différents des hommes et des femmes dans la construction de leur trajectoire de carrière, compte tenu précisément de la division sexuée du travail, de son évolution et de l'état des politiques en matière d'articulation travail-famille. Enfin, dans ce contexte persistant du plafond de verre, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'entrepreneuriat, que l'on nous sert aujourd'hui à toutes les sauces, qui concerne un nombre croissant de femmes, peut constituer pour les femmes une alternative à une carrière dans les organisations et une issue au problème du plafond de verre.
En effet, les motivations d'autonomie et d'indépendance apparaissent ici très présentes chez les créatrices d'entreprises, et le plafond de verre apparaît bien comme étant l'une des causes qui les a conduites à quitter le statut de salarié. Malgré tout, l'entrepreneuriat au féminin ne semble pas échapper à ces inégalités qui caractérisent le statut des femmes dans l'emploi et dans la sphère économique, puisque les femmes sont généralement moins nombreuses que les hommes parmi les travailleurs indépendants, que lorsqu'elles sont indépendantes, leur revenu est dans l'ensemble inférieur à celui des hommes, et que on constate une forte concentration des femmes indépendantes dans certains secteurs, comme le commerce de détail, les services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale et les services aux entreprises pour les plus diplômés, alors qu'elles sont beaucoup moins présentes dans des secteurs tels que l'industrie ou la construction. Donc on retrouve encore une présence plus importante dans les secteurs qui sont traditionnellement dits féminins et une présence moins importante dans d'autres secteurs. Et on constate aussi un accès plus difficile à l'indépendance pour les femmes, avec par exemple le fait qu'il est souvent plus compliqué pour une femme d'obtenir un prêt bancaire que pour un homme. Concernant maintenant les différences de comportement entre entrepreneuriat masculin et entrepreneuriat féminin en matière de management et de stratégie, on s'aperçoit que finalement les objectifs sont effectivement différents pour les femmes. Les résultats montrent que les femmes sont plutôt axées sur la croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise et sur le maintien de leur autonomie et de leur indépendance, alors que l'objectif des hommes est plutôt de faire croître en taille l'entreprise et vont plutôt avoir un management moins participatif. Malgré tout, il serait vraiment très hasardeux de dire qu'il y a un entrepreneuriat masculin et un entrepreneuriat féminin, tant les styles de management et d'entrepreneuriat dépendent beaucoup plus des trajectoires professionnelles antérieures que du sexe de la personne observée. Donc finalement, qu'est-ce que l'on peut conclure ici? C'est que il faut être attentif aux stéréotypes et aux préjugés qui vont conduire à construire les inégalités entre les hommes et les femmes, et que ces inégalités demeurent malgré tout l'édifice législatif qui a été construit depuis plus de 40 ans maintenant pour essayer d'établir la parité, de mettre en place des discriminations positives à l'égard des femmes. Le chemin donc reste long et alimente aujourd'hui une expertise et un conseil pléthorique en matière d'inégalité hommes-femmes, qui constitue d'ailleurs un débouché très important pour les étudiants en sociologie, mais qui montre malgré tout qu'il reste du travail pour que hommes et femmes puissent accéder non seulement de la même manière au marché du travail, mais aussi aux mêmes positions hiérarchiques et au même niveau de rémunération. Vous allez le voir, en ce qui concerne la question des discriminations liées à l'ethnie ou à la religion, la problématique est un petit peu différente, mais le constat demeure. Les discriminations, en dépit de la lutte très importante qui a été mise en place depuis près de 20 ans maintenant, les inégalités et les discriminations demeurent et induisent des inégalités très importantes dans l'accès au marché du travail en fonction que l'on est immigré, d'origine immigrée, un nom à consonance non française ou en fonction de sa religion. Et je vous invite du coup à approfondir ce point à partir des documents qui seront mis en ligne sur Cursus. Lors du prochain module, nous aborderons non plus les questions du marché du travail directement, mais nous aborderons bien sûr cette question du marché du travail en travers une entrée particulière qui est celle du chômage. Et je vous dis donc à bientôt pour le prochain module.